Salut à tous, et c'est enfin aujourd'hui que je vous montre cette machine, cette magistrale machine, le PC en carton, et ceci à cause de la pression exercée par deux personnes, je plaisante, pour que enfin je vous montre cette chose vraiment toute pourrie, qui est en fait une boîte de puzzle dans lequel j'ai découpé de quoi faire passer les différentes prises de manière très grossière d'ailleurs, et sur lequel en façade j'ai mis un truc que j'ai récupéré sur une vieille boîte de PC pour faire le bouton power. Alors, pour information, c'est un truc tout con, c'est un PC Acer qui était dans un état tellement pourri, mais alors, en gros, il y avait, et c'était un miracle, hein, la carte mère était la seule chose qui marchait encore dans ce PC. Mais ça m'est jamais arrivé d'ailleurs d'avoir ce genre de truc, c'est-à-dire d'avoir la boîte qui soit dans un tel état, tout pété avec le clavier où il manque des touches, avec le fond craquelé, l'écran brisé dans tout, enfin en long, en large et en travers, et au final il restait que la carte mère et je ne savais pas vraiment quoi en faire, et donc je me suis dit, tiens, j'ai trouvé cette boîte qui fait exactement la largeur, comme vous le voyez, de la carte mère, c'est-à-dire de ce côté-là, vous avez les ports son, et de l'autre côté, le port écran, et donc il faisait pile la largeur, et je me suis dit, bah c'est parfait, ça, je vais découper les ports, etc., et ça va faire un PC. Alors je vais vous l'ouvrir un petit peu, et je vous montrerai ça un peu plus près plus tard, mais déjà je vais vous montrer l'impressionnant travail que c'est. Voilà une carte mère, hop, quelques fils qui ont été soudés à ce truc-là, et qui ont été soudés ensuite sur la carte mère ailleurs, parce que il y avait un bouton power qui était relié directement sur la carte mère. Du coup, c'était pas possible d'avoir le bouton à cet endroit-là, il faudrait ouvrir la boîte à chaque fois qu'on s'en sert, et sans le support du reste du PC, ça aurait pas été facile. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste trouvé les deux pins qui permettaient d'initier le démarrage, c'est-à-dire prendre le moins, quoi, ça c'est banal, et trouver le pin en question qui va être lié au bouton, à l'interrupteur qui est là, et pour avoir comme ça ce qu'il faut. D'ailleurs, je pourrais relier aussi les deux LED Power et compagnie si j'ai envie, mais c'est tellement ridicule, franchement, pourquoi on se ferait chier à faire ça. Ensuite, donc, j'ai vissé la carte mère via des vis en dessous, que j'ai ensuite camouflé avec cette espèce de morceau de double face mousse, vous voyez, du scotch double face en gros, en mousse tout simplement, que j'ai collé sur la boîte. Ça se fait des petits crampons comme ça, enfin la boîte touche pas directement l'endroit où on le pose, comme ça la chaleur se disperse un peu mieux. Enfin bon, bref, ça c'est vraiment de l'ordre du détail. Et étant donné que la boîte est beaucoup plus épaisse qu'une boîte d'ordinateur, il y avait le flux d'air qui faisait comme ça par-dessus et qui refroidissait ce composant-là. Et bien, comme il était plus refroidi comme il faut, j'ai collé un petit radiateur dessus, comme ça, tout va bien et rien ne surchauffe. Et voilà, c'est tout bête. Et puis il y a un disque dur dedans qui est branché dessus, qui est un disque dur qui est à moitié mort. C'est-à-dire qu'en gros, il a des secteurs défectueux, mais en plus de ça, le truc surtout, c'est que j'ai l'impression qu'il y a des secteurs défectueux tous les jours en plus. Donc c'est vraiment pas un truc fiable du tout. Mais c'est le seul disque dur de ce type-là que j'ai pour l'instant, qui est en état de marche. Vous savez, c'est des disques durs 2,5 pouces, mais pas de l'époque Serialata, mais de l'époque d'avant, du Parallelata. Ce qui fait que ça n'est pas la même interface que sur les disques durs Parallelata actuels, c'est-à-dire, en gros, vous savez, les disques durs Parallelata, enfin non, je veux dire de PC fixe, quoi, ont une sorte de gros port, quoi, tout simplement, avec à côté une prise Molex pour faire arriver le courant. Eh bien, les Parallelata pour PC portable avaient juste une longue prise qui ressemblait aux prises des ordinateurs fixes, mais avec les pins plus serrés, etc. Enfin bon, donc du coup, ça marche pas avec une prise normale. De plus, il y avait, il me semble, entre 2 et 4 pins supplémentaires, je sais plus exactement, qui permettaient de faire dans la même prise avoir l'arrivée du courant, en gros, de l'électricité. Donc ça fonctionne plus du tout de la même façon, et il aurait fallu donc un adaptateur si j'avais envie de mettre un disque dur d'ordinateur fixe, ce qui est totalement possible étant donné qu'il y a de la place, hein. Donc on va voir tout de suite ce que donne ce PC en utilisation, et on va aussi voir à quoi il ressemble de plus près, parce que bon, à la limite, hein, pourquoi pas.
Alors, voici le PC en carton, et cette fois-ci de plus près. Alors, comme vous le voyez, le petit radiateur dont je vous parlais, ça c'est le radiateur du processeur. Le processeur se trouve ici. Il s'agit d'un Pentium M à je sais plus combien de gigahertz. Mais bon, bref, en gros, c'est équivalent à un Pentium 3 surboosté, les Pentium M. En gros, le Pentium M, c'est l'ancêtre de tous les processeurs Intel que l'on a de nos jours. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un Pentium 3 avec les avantages qu'il y a dans le Pentium 4. Et ils se sont servis de cette base-là pour créer les corps du haut, les corps de du haut, puis ensuite les corps i3, i5, i7, etc., etc., et ce sûrement jusqu'à un bon moment, en abandonnant totalement le Pentium 3, le Pentium 4, en abandonnant totalement ce qui avait été l'architecture globale du Pentium 4, qui avait l'air en gros d'être une sacrée merde, donc du coup ils ont complètement changé d'avis et sont revenus vers le Pentium 3 en majorité, parce que comme je le disais, il y a quelques petits avantages qui viennent du Pentium 4 qui ont été mis dans cette version modifiée du Pentium 3 pour PC portable, c'est-à-dire qu'en gros le port qui permet la communication entre le processeur et la RAM et celui du Pentium 4, étant donné que le Pentium 4, en gros, c'était plus ou moins le seul avantage qu'il avait sur le Pentium 3. Vraiment, c'était la grande différence entre le Pentium 3 et le Pentium 4 en matière de performance, étant donné qu'en fait le Pentium 4 à fréquence équivalente était moins performant que le Pentium 3, ce qui est assez impressionnant pour un processeur d'une génération, d'une nouvelle génération, enfin censé être d'une nouvelle génération à cette époque-là. Donc là on a le disque dur pourri, on a de la RAM ici, c'est il me semble 512 MO, peut-être 256 MO de DDR, donc c'est de la DDR, c'est pas de la SDRAM, donc du coup le fameux bus qui lie le processeur à la RAM est en effet un avantage sérieux pour les performances. Bon, ça je vous l'ai déjà dit. Ensuite il y a un port PC MCIA, c'est-à-dire pour mettre des extensions pour PC, PC, qu'est-ce que je voulais dire, oui, pour PC portable. Donc là, ça c'est le port pour la batterie, mais il n'y a pas de batterie là-dedans, bien entendu, parce que ça sert à rien, franchement. À la limite, si j'arrivais à visser un écran par-dessus le dessus de la boîte, pourquoi pas. Alors, je vais vous montrer de plus près les différents ports. Alors ça, c'est pas un port, c'est un bidouillage que j'ai dû faire parce que la carte mère était exactement à la largeur qu'il fallait, sauf ce petit machin qui dépassait, je ne sais pas pourquoi. Que j'aurais peut-être pu biseauter d'ailleurs, c'est-à-dire couper quoi. Donc là les ports USB, comme vous voyez ça a été vraiment coupé n'importe comment. Faut dire qu'en même temps avec armé seulement d'un cutter, c'était pas si facile que ça. Ensuite voilà, de quoi faire l'aération, l'alimentation, le port écran. Et on va brancher ce truc. Et maintenant la lime, une lime de PC portable bien entendu. Étant donné que c'en est un. Voilà. Alors, donc maintenant que ça a été branché, il faut que je branche la lime. Et d'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un truc incroyable. Tada! Oh, c'est juste magnifique. Une boîte d'ailleurs qui est une toute grande modernité, étant donné qu'elle se ferme sans avoir besoin de vis. Alors attention, j'allume l'écran, j'allume ça. Et sous vos yeux ébahis, normalement, devrait se produire quelque chose. Oui, le PC pourri démarre. Ah, ça doit être la machine la plus pourrie que je dois avoir dans toute ma collection. Comme vous le voyez, elle fonctionne sur Ubuntu décalé de 10 cm sur le côté. Oh, peut-être qu'en appuyant sur je ne sais quel bouton pour avoir le réglage automatique de l'écran ou je ne sais pas quoi, j'arriverai à régler ce problème. Bon, bah laissons le truc démarrer. Comme vous le voyez, le disque dur n'est pas d'une rapidité incroyable. Je vais enlever ce câble réseau qui passe ici. Et je vais brancher cette petite clé Wi-Fi que vous voyez mal, que vous voyez mieux. Voilà, petite clé Wi-Fi à 3 € que l'on peut trouver sur eBay et qui fonctionne plutôt pas mal d'ailleurs. Alors, je vais la brancher sur un port USB à l'arrière ou sur le côté. Est-ce que je peux trouver un truc? Excusez-moi, je vous bouche la vue et les choses incroyables qui se passent sur l'écran, c'est-à-dire un PC qui démarre. Non, je vais brancher la clé sur le côté. Voilà, parce qu'il y a un port USB aussi sur le côté.
Et voilà, c'est branché. Normalement, on devrait avoir du réseau. Enfin, vraisemblablement, on devrait en avoir. Ainsi qu'une souris toute pourrie. Voilà, réseau sans fil détecté. Voilà, voilà, il n'y a plus qu'à cliquer où... Voilà. Hop. Je mets ma clé secrète particulièrement incroyable. Si vous avez déjà vu une autre de mes vidéos, vous savez quelle est ma clé sur mon Wi-Fi. Elle est toute pourrie. Ah, et normalement, on est connecté. Ce PC, ça fait un millier d'années qu'il n'a pas été démarré. Mais je suis heureux de voir qu'il fonctionne toujours. Et d'ailleurs, on va le mettre à jour. Ah, combien a-t-il de RAM? On va voir ça tout de suite. Alors, ouvrir le moniteur système. Alors comme vous le voyez, hein, un PC portable, si l'écran est foutu, il peut devenir un PC fixe très facilement. Hein. Il suffit de cacher l'unité centrale dans un coin et puis d'utiliser un clavier, une souris USB, un écran, et puis voilà, c'est bon. Hein. C'est parti quoi. Hein. Il y a absolument pas besoin d'être un scientifique de haut vol pour faire la connerie que j'ai fait. Oui, donc il y avait bien 512 MO de mémoire vive. Je sais pas si vous voyez bien l'écran. Je vais me rapprocher un tout petit peu histoire que vous en ayez un peu plus. Donc, si vous arrivez à lire, ce qui m'étonnerait, ici il y a marqué 468,3 MIO, ce qui veut dire en gros qu'il y a de la mémoire vive qui a été allouée à la carte graphique, bien entendu, ce qui est une pratique très fréquente dans les PC avec carte graphique intégrée. Ça fait 276 jours exactement que ce PC n'a pas été mis à jour, c'est-à-dire très certainement qu'il n'a pas été allumé. Donc voilà, parce que je fais les mises à jour normalement à chaque démarrage, enfin pas vraiment à chaque démarrage, mais je veux dire je paramètre le truc pour que automatiquement il vérifie les mises à jour une fois par jour. Donc logiquement, si je l'avais démarré depuis, il aurait au moins vérifié les mises à jour et chargé la liste à partir d'internet. Alors ce PC me servait à quoi d'après vous? Eh bien absolument à rien, à part à savoir plus ou moins quelles sont les performances d'un Pentium M, étant donné que c'est le seul Pentium M que j'ai eu en ma possession qui fonctionnait, récupéré dans une poubelle. Et donc voilà, pas mal de mises à jour, 595 mises à jour, 486,3 MO vont être téléchargés de mises à jour, c'est-à-dire que c'est pratiquement une réinstallation totale du système à ce niveau-là. Et donc, c'est pas si long à faire que ça, hein. C'est vraiment bien foutu les mises à jour sous Linux. Tac, un petit mot de passe de merde, vu que c'est une machine de merde. Je mets toujours le même mot de passe hein, sur ces ordinateurs que j'utilise pas. Enfin, qui sont là juste pour faire des expériences ou ce genre de trucs. Et donc voilà, alors c'est un Pentium M à l'intérieur de ce truc-là, alors qu'à l'origine c'était censé être un Celeron M. Alors je vais ouvrir ce truc-là. Voilà, le terminal. On va regarder d'ailleurs quelle version d'Ubuntu il s'agit, parce que depuis le temps que ça n'a pas été démarré, ça doit être une version qui est pas mal en retard. Alors, c'est la version 12.04. Oh bon, on n'est pas si en retard que ça en fait, c'est la dernière version LTS. C'est-à-dire qu'en gros, c'est une version qu'on peut garder 5 ans sans aucun problème, sans avoir à mettre à jour. Enfin, sans avoir à faire autre chose que les mises à jour de sécurité, en gros. Alors, par contre, je pense que j'ai été obligé de faire des bidouillages dessus, parce que ce PC a un problème d'ACPI. Pour être plus précis, l'ACPI, le problème, ça s'appelle en fait... je veux dire, l'ACPI, ça sert à gérer la consommation d'énergie et tout ça. Et vous allez voir qu'il y a un petit truc, c'est que, comme je disais, c'était un Celeron M à l'origine, et c'était un Celeron M de la vieille génération. Et j'ai trouvé un autre Pentium M quelque part, un autre truc utilisant en fait le même port processeur, quoi. Et c'est un Pentium M, mais d'une génération beaucoup plus récente. Ce qui fait qu'il est normalement à 2 GHz, mais il fonctionne à 1,5 GHz, comme vous le voyez peut-être pas ici. Et donc du coup, au lieu de fonctionner à 2 GHz, il fonctionne à 1,5 GHz, parce que il y a un truc qui s'appelle le FSB, c'est le port par lequel communique le processeur avec la mémoire vive, enfin plutôt avec le Northbridge, même si en grande partie ça sert surtout pour communiquer avec la mémoire vive. Donc ce port-là, en gros, sur cette carte mère est limité à 400 MHz, un truc de genre, alors que ce processeur est à 533, alors du coup, voilà, hein,
il est en gros bridé à une vitesse beaucoup plus lente. Le Celeron M qu'il y avait dedans à l'origine était à 1,3 GHz, il me semble. Alors du coup, étant donné que c'est pas un Celeron mais un Pentium M, et que en plus la fréquence est plus haute, même avec le bridage, et qu'en plus de ça, pour couronner le tout, il a plus de cache L2, c'est-à-dire c'est la chose qui permet de garder en mémoire dans le processeur lui-même ce qui est le plus souvent utilisé dans la mémoire vive. Un Celeron M, si je dis pas de conneries, avec 256 KO de mémoire en cache L2, et un Pentium M en a 2 MO, c'est-à-dire 2048 KO. Et donc voilà, dans les particularités bizarres de ce PC, il me semble que je n'ai rien de spécial de plus à dire, donc je vais laisser faire ses mises à jour, je vais le laisser faire dans son coin. Alors, je me suis pas arrêté en si bon chemin car j'ai mis à jour carrément jusqu'à la dernière version d'Ubuntu qui vient juste de sortir, la version 13.04. Et quelle surprise, je n'ai même pas eu besoin de faire mon correctif que j'avais eu besoin de faire pour faire en sorte que cette machine démarre. Maintenant, elle démarre avec le noyau Linux par défaut, c'est-à-dire qu'en gros, elle fonctionne sur n'importe quelle version de Linux, comme n'importe quel autre PC, quoi, en fait. Et donc, j'ai installé, comme vous le voyez à l'écran d'accueil, l'interface Lubuntu à la place c'est-à-dire en fait LXDE à la place d'Unity, parce que j'ai remarqué que sur ce PC-là, Unity était particulièrement lent, ce qui fait que c'était vraiment pas pratique à utiliser. Alors autant utiliser une interface un petit peu plus light, un petit peu plus, conventionnelle. Je n'ai pas réinstallé le système pour pour arriver à cet environnement, hein. J'ai juste installé un paquet, c'est-à-dire un programme en gros. J'ai juste installé Lubuntu-desktop, c'est-à-dire en gros le bureau Lubuntu, hein, en traduit, et hop, c'est bon, je me retrouve sur l'équivalent d'Lubuntu avec quelques détails, à quelques détails près, parce que là vous avez l'écran d'accueil du mot de passe que l'on a dans la vraie version d'Ubuntu normalement, et pas dans la version Lubuntu où le fond d'écran est normalement bleu. Et voilà l'interface. Alors, c'est une interface qui est faite normalement pour les PC qui sont très peu puissants, et celui-là correspond, hein, étant donné que bon, il est aussi puissant plus ou moins qu'un Pentium 4 de 2006, donc voilà, ça commence à faire vieux comme machine. Et voilà, mais c'est surtout le disque dur qui est très lent, et donc l'interface LXDE aussi utilise des programmes, et elle-même un programme d'ailleurs, qui utilise beaucoup moins de RAM et beaucoup moins de place sur le disque dur, donc les accès sur le disque dur sont moins fréquents, et donc les programmes mettent moins de temps à s'ouvrir. Enfin bon, c'est tout bénef pour un PC avec un disque dur aussi lent. Aussi, comme il y a que 512 MO de RAM là-dedans, dont seulement 463,3 utilisables, eh bien, ça permet d'utiliser que 131,8 MO de mémoire vive. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais de nos jours, on est à des systèmes d'exploitation, comme par exemple Windows 8, qui utilisent rien qu'à démarrer sans aucun programme d'ouvert, utilisent 600 MO de mémoire vive. Là, on est qu'à 131 MO de mémoire vive, 132, 131 à peu près, enfin bon, peu importe. Enfin, c'est dans ces eaux-là, et ça pourrait donc fonctionner sur des vieux Pentium 3 qui ont que 256 MO de mémoire vive, sans trop de problèmes. Donc c'est là où vous voyez que on peut avec Linux utiliser des vieilles machines sans trop de problèmes. Alors je suis en train de démarrer Firefox, ça met un petit moment à venir, étant donné que c'est la première fois qu'il démarre depuis qu'il a été mis à jour. Logiquement, maintenant qu'il a démarré une fois, il devrait mettre beaucoup moins de temps. Hop. Et donc je vais utiliser ce PC, vu qu'il fait pas beaucoup de bruit, étant donné qu'il est basé sur un PC portable, pour réuploader sur Dailymotion les vidéos que j'ai fait sur YouTube, parce que j'avais abandonné un petit peu Dailymotion depuis un bon moment. Et alors oui, j'ai abandonné ça à cause de problèmes d'upload, parce que on peut dire que c'est pas terrible, Dailymotion, leur système d'upload avait l'habitude de planter en plein milieu des chargements de vidéos qui peuvent parfois faire plus de 2 Go, et c'était un petit peu chiant comme vous pouvez l'imaginer, donc voilà. Alors, donc vous voyez qu'avec Firefox d'ouvert, j'utilise que 191 MO de mémoire vive,
ce qui veut dire qu'on peut naviguer sur Internet de façon moderne, avec un navigateur récent et à jour, sur un très très vieux PC. Et là, je vais ouvrir en même temps... Bon, là, c'est pas non plus un très très vieux PC, mais quand je parle de très très vieux PC, je veux dire des trucs qui datent de 2001, 2002, quoi, voire même avant, quoi. Si on les a un petit peu boostés soi-même, genre un Pentium 2 avec 256 MO de mémoire vive, ça peut s'utiliser sur Ubuntu sans trop de problèmes. Donc voilà, si vous avez envie de vous amuser à faire un peu de recyclage d'un vieux PC qui tournait sous Windows 98 ou Windows Millennium, voire... Enfin, c'est encore pire Windows Millennium, enfin ce genre de truc, eh bien ça peut être une bonne idée. Donc là, je suis parti pour ouvrir Chromium, qui est en gros une version libre de Google Chrome, hein, c'est le même programme. Voilà, hop, c'est la première fois qu'il s'ouvre depuis qu'il a été mis à jour, donc ça met toujours un peu plus de temps à s'ouvrir dans ce genre de cas. Alors, donc j'attends qu'il charge complètement, voilà. Allez, 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 il reste un petit truc en bas, il me semble, non? On s'en fout, hop, on ferme. Et on va le rouvrir. Voilà, et normalement il devrait être beaucoup plus rapide. Donc ouais, pas tant que ça en fait, c'est plus rapide mais non, c'est... Enfin bon, ça reste très utilisable, suffirait de changer le disque dur pour que ça aille beaucoup plus vite. Et voilà, donc un petit PC sympathique qui fonctionne dans une boîte de puzzle. Comme vous voyez, un logiciel de dessin, bon assez basique, mais un logiciel de dessin qui s'est ouvert en 1 milliseconde. Ouais, on va essayer d'ouvrir LibreOffice, parce que ça c'est pas le genre de truc les mieux optimisés qui existent. Enfin voilà, donc pour recycler un vieux PC c'est pas mal. Et le coût de la boîte, bah pourquoi pas, hein. Donc comme vous le voyez, elle fonctionne très bien ma boîte là, hein. C'est vraiment un PC en carton, hein, littéralement. Mais voilà, hein, donc voilà, je pense que j'ai rien de spécial à vous ajouter là-dessus. Et je vous dis salut à tous et à la prochaine. Rappelez-vous, c'est une boîte de puzzle.